Au nom du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et de leur commission internationale, bonjour et bienvenue à tous pour ce Zoom matinal. Je voudrais d'abord vous présenter le panel qui va nous interpeller sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Ronan Stéphan, qui a une expérience multiple dans le domaine de la recherche et de l'innovation, aussi bien dans le public que dans le privé, à travers un certain nombre de très grandes entreprises. Reza, qui est lui-même partenaire d'un fonds d'investissement Partech, et tu as passé quelques 30-20 années dans la Silicon Valley. Et puis nous irons du côté de Hong Kong avec Yan Lu qui nous rejoindra de là, professeur à l'université de CTU et membre de l'Académie des technologies en France. Et puis nous terminerons avec le père Thierry Magnien, qui lui est de Lille, à l'Université catholique de Lille, en charge des humanités. Alors je voudrais simplement rappeler d'abord les 3 orientations du mouvement. Comprendre et éclairer le monde. Grandir dans la foi. Être témoin et acteur de la transformation du monde. Comment dans ce monde, en pleine mutation démographique, sociale, écologique et technologique, comment ne pas parler de la technologie, et plus particulièrement des révolutions de la technologie. Est-ce un enjeu mondial ou plutôt un jeu de compétition entre des partenaires de plus en plus gourmands sur ce domaine? Et puis, quelle est la balance et comment discerner entre les opportunités et les risques, entre l'impact sur notre vie quotidienne et l'impact souvent sur les plus fragiles? Alors, avec ce panel remarquable international, nous allons parcourir ce sujet très large à la vitesse de la lumière, en commençant par une perspective de l'évolution des technologies, puis un regard de la Silicon Valley avec Reza, pour aller ensuite à Hong Kong, comprendre l'aspect de la Chine, et puis l'Europe. On reviendra quand même à l'Europe. Et puis, nous terminerons avec le père pour savoir comment discerner, en particulier sur ces aspects des enjeux positifs, négatifs et du point de vue de l'équipe. Alors Ronan, si on revenait à Darwin. Merci Dominique. Je crois qu'effectivement, la science et la technologie sont des médiateurs du développement. Le développement, il a montré différentes phases dans le siècle écoulé. Si on regarde ces quelques éléments graphiques, on voit que nous sommes aujourd'hui dans un monde dont la population est en train de croître très rapidement, dont la richesse, telle qu'on la mesure, est également en train de croître extrêmement rapidement, et dont la technologie, la compétence, le savoir sont en croissance très très forte. Si vous regardez ces éléments-là, donc le petit carré qui se trouve au centre à droite de l'image, c'est en 2011. En 2020, vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. Nous savons tous qu'aujourd'hui, les grandes préoccupations de notre monde et de nos sociétés ont trait à l'environnement, ont trait à la santé, à l'accès à la santé. On sait aussi, on le voit dans ces quelques chiffres ou par ces quelques chiffres, que la capacité à innover n'a jamais été aussi forte. Il va falloir que l'on soit capable d'imaginer de nouvelles manières de faire les choses et de répondre aux bonnes questions. Regardons un petit peu comment le monde se positionne, comment le monde se décline sous nos yeux. Là, nous voyons la croissance de l'urbanisation sur une map monde. On voit que les zones qui sont dans la plus forte croissance sont situées à la fois en Inde, en Afrique, en Chine, mais en Chine, il y a une certaine stagnation aujourd'hui. La production scientifique dans tout ça, c'est-à-dire comment peut-on superposer ce qui est en train de se passer en termes d'urbanisation, en termes d'accès à l'énergie, en termes
de transport, de mobilité, comment peut-on superposer ça avec la production de savoir? Eh bien, on s'aperçoit que en instantané, la production de savoir reste localisée où elle était dans les années 60 ou les années 70. Les États-Unis, la Chine qui aujourd'hui a un rôle extrêmement important, d'ailleurs en brevets, en nombre de brevets, la Chine a dépassé les États-Unis en instantané, donc par an. L'Europe, qui d'une certaine manière stagne, et puis le Sud, à l'exception de l'Australie et du Brésil, qui n'est pas très existant, qui n'est pas très marqué sur cette image. En termes de croissance, il en va un peu différemment, c'est-à-dire que le vieux monde, Europe et États-Unis, stagne par rapport à ce qui est en train de se passer en Asie. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'offre à nous aujourd'hui? Parmi quelles possibilités va-t-on être amené à discerner? Prenons l'exemple du digital. L'exemple du digital, ça a commencé un peu avant la Seconde Guerre mondiale. On a compris comment fonctionnait un transistor, un semi-conducteur. On a posé les premiers jalons d'une machine, la machine de Turing. Et dans les années 50 et 60, on a commencé à s'intéresser très sérieusement à la transmission et à la sécurisation de cette transmission. Donc on voit bien qu'il y a trois lignes directrices qui ont concouru à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'intégration, et en particulier la possibilité que la physique et la chimie ont donné à ces technologies, ont permis de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus de calculs sur des surfaces ou des volumes de plus en plus petits. On a cru, il y a une quinzaine d'années, que ça y est, nous étions limités, qu'il allait falloir changer de matériaux, que le silicium n'était plus le bon matériau. Il n'en est rien. On s'aperçoit aujourd'hui que de nouvelles manières de faire permettent de prolonger cette intégration et d'arriver à des capacités de calcul qui sont tout à fait faramineuses. L'ordinateur quantique devient une réalité qui tend à s'affirmer. Ces jalons avaient été posés à l'Université de Californie dans les années 70 par Feynman. Les communications sont de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses, etc. Et la France a joué un rôle absolument majeur avec le développement des turbocodes, en particulier dans les années 90, sur la qualité et la sécurisation de ces informations. Donc l'histoire du digital, c'est tout ça, mathématiques, physique, transmission. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en matière d'industrie? Quel est l'impact sur l'industrie? Deux choses à retenir. Aujourd'hui, l'Internet des objets, c'est-à-dire la capacité de tous les objets que l'on souhaite à dialoguer entre eux, à dialoguer avec un réseau, à fournir des données, à recevoir des commandes. Cet Internet des objets conjugué à l'intelligence artificielle au sens large donne ce que l'on appelle aujourd'hui donc l'industrie 4.0, qui est une industrie d'un tout nouveau type. Elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur les données. Elle est fondée sur les données qui, contrairement à ce qui se passait précédemment, ou à la manière que je qualifierais de cartésienne, de traiter les données de façon très analytique, devient beaucoup plus statistique et heuristique, et permet d'en extraire un certain nombre de schémas, un certain nombre de représentations, qui le plus souvent ne prendront pas ou ne permettront pas de prendre les décisions toutes seules de la part de la machine, mais qui vont donner des indications extrêmement précieuses à l'utilisateur, au superviseur, pour qu'il puisse prendre des décisions. Ce que vous voyez sur la représentation à droite, c'est une carte de Californie qui montre la demande instantanée anticipée en matière d'énergie, de manière à savoir ce que le grid, le réseau de transport d'énergie, et a fortiori les fournisseurs d'énergie, vont devoir transporter vers leurs clients. À côté de ça, en haut à droite de cette image,
on voit la valorisation de ces données. Et la valorisation des données est devenue un enjeu absolument gigantesque. Il faut savoir que quand on considère les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ils ont une capacité à profiler chaque individu qui utilise leur service de manière suffisamment fine pour en faire un centre d'affaires individuel, une capacité à proposer au mieux ce qui correspond instantanément aux données du profil de l'individu. Donc le marché, le business, le commerce a complètement changé grâce à l'utilisation des données. Ces données, toujours, conduisent à un profil qui peut être utilisé à des fins utiles et sympathiques pour l'individu ou à des fins un peu plus hostiles et d'espionnage de chaque individu. Le téléphone, vous le savez, permet, votre téléphone, avec ses gyroscopes, son accéléromètre, sa capacité à mesurer la température, etc., et son GPS, permet de donner des indications extrêmement fines sur ce que vous êtes en train de faire, quand vous le faites, etc. La corrélation de toutes ces données, vous l'imaginez, permet de profiler encore mieux l'individu, et ce, sans qu'il en ait parfaitement conscience. Un point important sur lequel je voudrais insister un tout petit peu, c'est que dans tout ça, le niveau d'accès à la technologie reste disparate. La capacité des individus, selon où ils sont situés, selon leur degré de connaissance, leur degré d'éducation, la richesse ambiante, leur accès à la technologie, il est très disparate et très modulé. Et un point important aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que la situation environnementale globale, donc ce qu'on appelle le réchauffement global ou le réchauffement climatique, est un facteur de risque important, très important, de creusement de ces inégalités. Je voudrais juste insister sur un point. La vitesse à laquelle nos sociétés se développent, considérez le centre en jaune de ce tableau, conduit, si l'on veut donner accès à tout un chacun à l'énergie, si l'on veut donner la possibilité aux sociétés de se développer, nous conduirait à construire chaque jour une centrale ou l'équivalent d'une centrale nucléaire d'1 gigawatt dans le monde, pour arriver donc à ce niveau satisfaisant d'énergie en 2050. Il y a un enjeu qui est absolument majeur, et il est évident que la convocation de toutes les aptitudes à générer de nouvelles technologies, elle est de plus en plus prégnante. Dernier point important, pour satisfaire ces besoins énergétiques, pour satisfaire ces besoins de développement, on va devoir utiliser les technologies, on va devoir inventer. Est-ce qu'il va falloir créer, ou est-ce qu'on a l'intuition qu'il va falloir créer ex nihilo ces technologies, ou est-ce qu'on pense qu'elles existent et qu'il va falloir les utiliser, les mettre en scène avec discernement? Je pense qu'aujourd'hui, les technologies, les familles de technologies, les résultats scientifiques, les connaissances existent, et que l'art de l'ingénieur et de l'innovateur de demain va consister à les combiner, à les conjuguer de manière à trouver les bonnes solutions. Si on regarde ce petit schéma, on vient d'une économie qui est une économie de la rareté. Cette économie de la rareté, grâce à la mécanisation, à l'électrification, on l'a transformée en une véritable économie d'échelle. Aujourd'hui, on a trop de possibilités. On a trop de possibilités, et le discernement, qui est un des mots qui a été employé par Dominique en amont de son introduction, ce discernement devient de plus en plus nécessaire. C'est-à-dire, dans ce choix qui est surabondant, comment peut-on décider? Comment faire quelque chose? Comment produire un objet? Comment produire un service? On sait le faire, si la question est bien posée. Faire quelque chose qui soit viable, on sait le faire aussi.
La véritable difficulté, c'est qu'on ne sait pas pour qui. C'est-à-dire que la définition, le profilage des besoins véritables de l'individu, non pas en matière de produits commercialisés, mais en matière de besoins pour demain, fait défaut. Et donc, la véritable question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire? Et ce que l'on peut faire demain, c'est certainement aller vers plus de tentatives de connexion entre des résultats scientifiques, entre des connaissances, de manière à se donner la possibilité de discerner parmi les compositions qui seraient les plus attractives et les plus utiles à la société. Merci, merci Ronan pour cette introduction et ce parcours historique survolé à la vitesse de la lumière. Cette dernière interrogation, ne pas savoir exactement choisir et quoi faire, peut-être que la Silicon Valley en est responsable. La Silicon Valley, ça a toujours été la reconnaissance de la technologie, des cerveaux, de l'innovation. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui et par rapport à tout ce qui se développe, quid en particulier de domaines comme la santé, la biotechnologie, et puis aussi cette question du dilemme social, du dilemme des opportunités et des risques. Où en est-on dans la Silicon Valley? Merci, donc bonjour. Donc tout à fait, en fait, le point qui est assez important, et je voulais rebondir en fait sur ce que Ronan a dit plus tôt sur l'utilisation, en fait, la monétisation de la data avec l'exemple de Facebook, avec une citation qui avait été assez intéressante il y a quelques années, qui disait « Si vous ne savez pas quel est le produit c'est vous ». Et en fait, toute cette amélioration et cette utilisation de la data est à double tranchant. Il y a un aspect qui peut être finalement assez négatif pour la société quand des sociétés comme Facebook vont utiliser cette data pour finalement un business model publicitaire et qui, en utilisant cette data, vont finalement pousser les gens dans des extrêmes. Et ça avait été assez bien documenté en fait dans un documentaire qu'avait fait Netflix il y a récemment qui s'appelait The Social Dilemma et qui montrait comment les réseaux sociaux finalement vont essayer de vous connaître de mieux en mieux pour utiliser vos biais contre vous, en vous montrant de plus en plus de contenu qui va vous attirer et qui va aller dans des sens de plus en plus extrêmes, donc vous traînez vers quelque chose, puisque finalement la seule chose qui compte pour ces gens-là, c'est votre temps d'écran, votre temps d'attention. Donc plus je suis sur mon Facebook, plus Facebook gagne de l'argent. Et ils ont développé ça de façon extrêmement, j'allais dire quasiment vicieuse, où quand même vous faites défiler votre flux Facebook et que vous changez la vitesse de défilement, en fait ils s'en rendent compte. Et quand vous ralentissez, ils se disent que quelque chose a dû attirer votre regard. Et donc ils utilisent cette data, ils utilisent toute cette technologie du téléphone de façon que je trouve moi plutôt négative, puisqu'ils veulent simplement gagner de l'argent avec votre vue sur des publicités. Et donc ça, c'est un ensemble, je dirais, d'utilisation et de business models qui ont été développés, qui, je ne pense pas, améliorent tant que ça la société ou ce qu'on peut faire, alors que les mêmes technologies peuvent permettre en fait le contraire. C'est-à-dire que toutes ces technologies qui existent dans le téléphone, par exemple du tracking, commencent à être de plus en plus utilisées pour aider les gens à améliorer leur connaissance de leur santé. Aujourd'hui, dans une Apple Watch, vous avez des capteurs qui permettent de capter le rythme cardiaque des gens, qui permettent de capter d'autres données de votre santé. Et quand vous commencez à ajouter ça à d'autres données, comme par exemple, le téléphone a la capacité de d'avoir l'information sur les taux de pollution d'une région, etc., et ben vous pouvez essayer d'aider les gens dans leur santé et à les améliorer. Et donc, ça permet de ce côté extrêmement positif, une grande démocratisation, je pense, des éléments de santé, comme une société qui s'appelle Cardiologue, qui a la capacité d'utiliser de la donnée et du machine learning pour lire les électrocardiogrammes. Et donc, ils sont capables de les lire plus vite qu'un œil humain. Ils sont capables de détecter des signaux faibles bien plus facilement qu'un œil humain. Et ensuite, de prévenir le médecin sur les zones où le médecin devrait faire attention. Et donc, ça permet d'avoir plus de traitements d'électrocardiogramme de gens plus rapidement,
de trouver des problèmes de santé plus facilement et donc de baisser quelque part le coût de la santé. Et où avant, la Silicon Valley était très axée sur le logiciel pur, comme un logiciel d'Oracle, de finance, etc. Et plus la région de l'autre côté du pays, à Boston, s'occupait de la recherche en médecine et en pharmacie. Aujourd'hui, on voit de plus en plus le développement de la biotech au sens plus tech que bio. Et donc, vous avez beaucoup de sociétés dans la Silicon Valley qui vont utiliser ces datas pour essayer d'aider les problématiques de santé, sans devenir eux-mêmes un médicament ou un médecin, mais en essayant d'aider le médecin ou le professionnel de santé à déceler des choses ou prendre une décision. Alors, ça reste toujours à double tranchant et je pense que c'est là le rôle important des gens de vraiment regarder ce qu'ils veulent faire. Il y a des cas comme une société qui s'appelle 23andMe qui prend un échantillon de votre salive pour faire une analyse de votre ADN. Alors d'un côté, on dit c'est super positif parce qu'ils peuvent vous dire votre propension à être diabétique, votre propension à avoir du cholestérol, etc., etc. et faire tout un matching par rapport à une base de données qu'ils construisent de façon de plus en plus importante. Mais en même temps, de l'autre côté, ils ont maintenant l'ADN de millions de personnes avec leur nom, leur prénom, leur date de naissance, leur adresse et donc toutes ces données d'ADN. Et ça peut quelque part se retourner contre vous à un moment donné. Il y avait quelque temps de cela une société d'assurance vie aux États-Unis qui disait si vous nous donnez vos données de tracking de sport, il y a des applications de sport comme Strava ou Runkeeper qui traquent votre course, votre vélo, eh bien, si vous faites du sport à un certain rythme, vous avez une réduction sur votre taux d'assurance vie. Et donc, vous voyez, ça, c'est un premier business model et on peut aller très loin. Après, avec l'analyse de votre ADN, on peut affiner votre taux d'assurance ou d'autres choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a toujours un dilemme très important de savoir dans quelle mesure on va utiliser cette donnée pour protéger ou améliorer la vie des gens et dans quelle mesure on peut finalement jouer contre eux. Et quand vous voyez que parmi les cours aujourd'hui à Stanford les plus populaires pour les étudiants en informatique, il y a les cours de mécanismes d'addiction et de cours de psychosociologie des gens, et que finalement ceux qui ont inventé et développé le feed Facebook, c'est des gens qui ont pris ces cours, et le mécanisme du feed Facebook est complètement basé sur les mécanismes d'addiction humains. Vous voyez que le travers peut être très très facile, et on peut y arriver très rapidement. Et on parle d'une échelle quelque part assez exceptionnelle et qui est difficile, je pense, à contrôler par les États, où tout à l'heure on voyait la courbe, le graphique des budgets, de la recherche aux États-Unis contre ailleurs. Aujourd'hui, une société comme Amazon dépense plus de 10 milliards de dollars de R&D par an. Et il y a quelques temps de ça, le gouvernement français a annoncé rajouter 5 milliards dans la recherche sur 10 ans. Donc ça vous donne une idée de l'échelle. Amazon, c'est plus de 10 milliards. Apple, c'est à peu près la même chose. Microsoft et Facebook, c'est peut-être un peu moins. Google, c'est à peu près pareil. Donc vous rajoutez juste les budgets de R&D de ces 5 sociétés par année. Et après, si vous faites la somme des budgets de R&D de tous les pays européens, vous n'y arrivez pas. Et donc l'échelle est juste exceptionnelle. Et il y a un tel niveau de ressources et de moyens que quelque part, les meilleurs ingénieurs veulent aller travailler pour ces sociétés-là. Aujourd'hui, si vous êtes un excellent ingénieur en cybersécurité, vous avez plus envie d'aller travailler chez Google ou Amazon qui vous offrent accès à des projets très très intéressants qu'ailleurs. Donc ça devient très difficile de concurrencer ces grandes entreprises. Et s'il n'y a pas quelque part l'entreprise ou le dirigeant qui prennent des décisions pour aller dans un sens ou dans l'autre, ça va être difficile à contrôler. Et pour le moment, je terminerai sur justement l'énorme différence qu'il y a aujourd'hui entre Apple et Facebook, où Apple se fait le chantre de la protection de la vie privée, ne veut pas partager de données, veut garder les choses séparées. Et de l'autre, Facebook, dont tout le business model est basé là-dessus. Et aujourd'hui, il y a une véritable campagne, puisque dans la dernière version de l'operating system d'Apple, il bloque par défaut la capacité des applications à vous suivre, alors que
tout le business model de Facebook est basé là-dessus. Et je ne parle pas de juste quand vous utilisez l'application. Parce que même quand vous n'utilisez pas l'application Facebook, en fait, Facebook vous traque. Parce qu'ils utilisent des cookies publicitaires dans d'autres applications et ils savent exactement ce que vous faites. Et ça peut être en fait assez effrayant. Donc, une grande question en perspective dans la bataille entre ces deux sociétés-là. Reza, merci beaucoup pour cette intervention sur ces dilemmes entre l'aspect positif et le fait d'être, entre guillemets, fiché. Ces dilemmes entre les investissements de ces GAFA par rapport aux modestes investissements dans la recherche, par exemple, en Europe. Mais alors, quand la Chine s'éveillera, et en fait, elle s'est éveillée, donc nous allons nous tourner du côté de Hong Kong avec Yan Lu, qui va nous dire, en fait, à quelle vitesse la Chine est en train de se développer, de s'intéresser à toutes ces nouvelles technologies, avec aussi des aspects sans doute plein de dilemmes quand, par exemple, il y a l'utilisation de fichage, entre guillemets, personnel. Yan Lu, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour de Hong Kong. Donc, bon, je vois un slide que je ne connais pas, mais ce n'est pas grave, je vais commander. Merci beaucoup de m'inviter pour cet forum. Donc, vous voyez que la Chine se développe beaucoup. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour vous donner voilà. Donc, pour moi, le développement en innovation, il y a 4 ingrédients. Donc, la technologie elle-même, la ressource financière, le nombre d'entrepreneurs qui osent prendre le risque et la ressource humaine, c'est-à-dire la formation. Donc, je ne vais pas trop parler de technologie parce que les deux collègues précédents ont parlé de ça. Comme je vous donne quelques données au niveau financier, donc sur le Global 500, la Chine maintenant dépasse les États-Unis avec 133 entreprises qui font partie de 500 premiers, et les États-Unis 121, le Japon 53 et la France 31. Le deuxième indicateur, c'est le nombre d'entrepreneurs qui ont une richesse au-delà de 1 milliard de US dollars et que le plus récent recensement, c'est 2755, soit 660 de plus en un an. Okay? Vous voyez le nombre de croissance, et sur lequel il y a 493 nouveaux, c'est-à-dire qu'ils n'étaient jamais sur ce palmarès. Et sur ces 500 nouveaux, il y a 210 de la Chine. Et sur les 210, la plupart sont des gens qui font la richesse à partir de technologie et innovation. Donc, si vous regardez, il y a des gens qui font de la pharmacie, il y a des gens qui ont fait l'informatique, intelligence artificielle, tous les ingrédients comparés à Silicon Valley. Et il y a la ressource humaine. Bon, on sait très bien que la Chine a une grande population. Donc, il y a 1,7 million de personnes, dont 70% en formation d'ingénieur sur le STEM, okay? Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, vous voyez là, et en contrepartie, il y a les États-Unis avec 800 000, mais il y en a beaucoup qui sont des étrangers qui ont une formation aux États-Unis. Okay? Donc, ça, c'est les quelques chiffres pour démarrer. Et puis le next. OK, donc Hong Kong fait partie d'une région qui s'appelle Greater Bay. C'est comme la Californie. Donc, en fait, je vais parler de ces 4 villes, la ville de Canton, Dongguan, Shenzhen et Hong Kong. Donc, ça, c'est 4 villes qui font seulement 56 000 km². Beaucoup plus petit que Californie, mais le double de Baie Californie. Okay? Cette partie-là. Okay. Next. Le prochain.
Voilà. Donc, quelques comparaisons pour les entreprises qui sont déjà connues maintenant dans le monde. Par exemple, on parle beaucoup de Huawei l'année dernière, mais bon, ils ne sont pas sur le marché, donc c'est juste une estimation par rapport à Apple et Cisco. Mais vous trouvez aussi des sociétés comme Tencent et Facebook. Donc, je viens de regarder la valeur d'aujourd'hui de Tencent et Facebook. C'est à peu près, la valeur capitalisation, c'est à peu près 84% de Facebook. Et vous voyez que les deux sociétés ont été créées en même année, 2004. Donc, ça démontre que il y a beaucoup de sociétés comme Tencent qui sont très, très grandes aujourd'hui, qui font la taille à peu près la même chose que les sociétés comme Facebook, comme Apple, etc. Et au niveau automobile, c'est pareil. Donc, on sait très bien que Tesla, en produisant un très peu nombre de voitures, mais au niveau capitalisation, a beaucoup progressé pendant les 2 dernières années. Et puis, il y a une autre société qui s'appelle BYD. Ils produisent plus de voitures que Tesla, mais bon, au niveau valorisation, ils étaient 4e au début de l'année dans le monde. Okay? Il y a une autre société qui est à peu près comme Tesla, qui s'appelle NIO, qui est 5e. Okay? Avant, devant Daimler-Benz, General Motors et BMW. Le NIO, c'est une très petite entreprise qui produit des voitures électriques très avancées, un peu comme Tesla, mais au niveau capitalisation, c'est très, très en avance. Donc, ce que je veux dire, qu'il y a beaucoup, beaucoup de sociétés high-tech en Chine. Et ça, c'est juste le Bay, ce qu'on appelle Greater Bay, une très petite surface au nord de Hong Kong. Et ça inclut aussi, bien sûr, la ville où j'habite, Hong Kong. Next. Donc, c'est juste... donc, j'ai parlé de l'innovation, j'ai parlé de l'entreprise. Et maintenant, je vais parler un petit peu de la formation. Donc, la ville de Hong Kong, c'est la seule ville dans le monde où on a 5 écoles d'ingénieurs qui sont classées parmi les 100 premiers dans tous les classements. Il y a 4 classements majeurs. Et ici, ce que je montre, c'est le classement de Shanghai, parce qu'on connaît mieux en France. Et que je suis très content que mon université se trouve le premier à Hong Kong. Mais ce que je voulais dire, que Hong Kong, c'est la seule ville en Chine et dans le monde où il y a 5 écoles d'ingénieurs qui sont classées parmi les 100 premiers. Donc, on a la recherche qui sont derrière. On forme non seulement des habitants de Hong Kong, mais aussi beaucoup d'étudiants du monde entier, parce que les universités à Hong Kong sont réputées pour ses ouvertures internationales. Et CTU aussi, récemment, a été classé premier pour le International Outlook, donc ouverture internationale, qui inclut le nombre d'enseignants-chercheurs avec un passeport étranger, le nombre de publications communes avec un pays étranger et les étudiants avec un passeport étranger. Donc, c'est sur ces 3 paramètres, ensemble, mon université est classée numéro 1 dans le monde. Okay? Donc, ça, c'est US News. Donc, c'est pareil, on est le premier à Hong Kong. Donc, le prochain. Donc, quel est l'impact next slide, please. Donc, quel est l'impact sur les élèves? Okay? Donc, je vais vous donner un exemple qui est une entreprise, un start-up, qui vont être, je pense, très prochainement sur le marché. Donc, ce qu'ils font, c'est des développements de hardware et les internets et les algorithmes d'intelligence artificielle. Okay? Donc, ça s'appelle Orbeck. Okay? Là, le fondateur, enfin, les deux fondateurs importants étaient docteurs, enfin, PhD dans mon université et ils étaient postdoc dans mon groupe. Donc, je vais donner l'exemple. Next.
Voilà, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2013 et à 2018, donc il y a 3 ans, il est déjà devenu un unicorn. Donc, le marché, la valeur sur le marché, c'est 1 milliard US dollars. OK? Et Alibaba avait investi en quatrième, enfin, série D, 2 millions US dollars sur l'entreprise. Parce que tous les magasins 100 personnes, enfin 100 vendeurs, les caméras et les systèmes de contrôle sont fournis par cette entreprise qui s'appelle Orbec. Mais pour les conduites sans conducteur, c'est pareil. Sur les voitures de futur, chaque voiture sera équipée de 15 à 20 caméras de ce type. Okay? Et aussi, sur notre portable, c'est pareil. Donc ça, c'est exemple de formation. Donc ces 2 étudiants ont une formation optique et mécanique. Donc ils ont créé cette entreprise. Et je pense que la valeur de marché, c'est au moins 1 à 3 milliards US dollars. Next. Donc, ça, c'est le gros market, c'est des applications, donc sur tous les domaines, parce que ce sont des caméras optiques intégrées avec une tête intelligente. Next. Voilà. Le dernier exemple, je vais vous le montrer, c'est l'exemple de Qi. Donc, je ne sais pas si vous utilisez Apple et différentes tous les chargeurs sans fil, c'est une technologie de City University. Okay? Et Qi, c'est un consortium avec, maintenant, je pense, plus que 600 entreprises. Là, ça inclut Samsung, Apple et Xiaomi. Okay? Donc, l'écouteur que vous portez tous les jours, c'est chargé par cette technologie. Donc, et que ça, c'est basé sur les 10 brevets aux États-Unis déposés par les enseignants-chercheurs de City University en Hong Kong. Donc, je vais terminer là. Donc, ce que je voulais dire, que la compétition n'est pas uniquement sur la finance, mais aussi, je pense que cette région-là, aussi, Hong Kong était la ville où il y a plus de IPO l'année dernière, dépassant New York et Chicago. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment une zone très dynamique en incluant les capitaux, les technologies et les ressources humaines. Voilà un petit témoignage que je voulais faire. Merci. Merci Yann. À vous entendre tous les deux, Yann et Reza, je trouve que, on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est un enjeu ou est-ce que c'est un jeu mondial? Quand on voit en fait la rapidité avec laquelle Orbec s'est développé en quelques 7 années, alors que Google a été créé vers les années 98, quand on voit la vitesse effectivement à laquelle, en termes de capitalisation, certaines sociétés chinoises sont en train de rattraper celles de la Silicon Valley, et puis peut-être plus important encore, les ressources humaines, avec cette citation en fait du placement des universités, parce qu'en définitive, la technologie de demain, ce sont les cerveaux d'aujourd'hui. Et alors dans tout cela, nos cerveaux en Europe, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Partis dans la Silicon Valley ou à la CTU? Ronan. Merci Dominique. Je crois qu'après ces perspectives très intéressantes, à la fois des États-Unis et de la zone Pacifique et de Chine, il faut quand même se rassurer sur la place qu'occupe l'Europe. Tout à l'heure, j'évoquais une perspective historique dans le domaine de l'électronique au sens large. Regardons ce qui s'est passé récemment, ou moins récemment, mais en tout cas qui a des impacts importants dans nos vies quotidiennes et qui vient d'Europe. La découverte concomitante, donc à la fin des années 80, par Albert Fehr, un Français, et Peter Goldberg, un Allemand, concomitante mais non coopérative,
de quelque chose qui peut paraître un peu barbare comme ça, la magnétorésistance géante. Ça a permis tout simplement à l'époque de multiplier par 100 la capacité à intégrer, à stocker donc de l'information dans un solid state device, comme on dit, c'est-à-dire un objet, une mémoire. Tout ça en diminuant considérablement la consommation de cet objet. On sait très bien qu'en particulier quand on a des objets portables, on a besoin, qu'il s'agisse d'un ordinateur, qu'il s'agisse d'un téléphone, on a sans arrêt besoin, ou trop souvent besoin, d'aller le remettre en charge pour qu'il puisse fonctionner et avoir une autonomie suffisante pour notre usage. Grâce à ces nouveaux types de mémoire, on ne consomme que quand on s'en sert, si je puis dire. Donc ça, c'est absolument fondamental. Ça vient d'Europe. Est-ce que c'est l'Europe, toute petite question, qui a bénéficié des retours de l'industrialisation et de la commercialisation de ces objets? Je dirais pudiquement, je ne crois pas. Deuxième chose, les batteries lithium-ion. Alors les batteries lithium-ion, les batteries lithium, ça date de la fin, ça a véritablement démarré à la fin des années 70, début des années 80, avec des Français qui ont été très, très en pointe sur le sujet. Là, je parle sous le contrôle de mon ami Thierry Magnin, Jean-Marie Tarascon, Michel Armand, et puis à la fois en Grande-Bretagne et aux États-Unis, John Goodenough, qui a eu le prix Nobel de physique il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Ils ont en particulier réussi à faire des objets permettant de stocker de l'énergie et des objets conformables. Je peux leur donner la forme que je veux. Et en particulier, là aussi, on voit bien que l'un des enjeux majeurs, c'est le dispositif portable. Je peux les intégrer dans des objets fins, sans pour autant avoir quelque chose de très lourd et de très volumineux à côté. Les batteries, elles ont fait des progrès absolument fantastiques. Et ces batteries, elles sont aussi dans les véhicules. Donc elles permettent la mobilité et elles permettent d'étendre cette mobilité donc à des trajets de plus en plus importants. Donc un enjeu majeur pour nos sociétés. Un autre enjeu, je l'ai évoqué tout à l'heure, on parle de communication, Reza évoquait la sécurisation des données et donc la sécurisation de la communication, parce que je peux aller piquer de la communication et des éléments de communication sur un réseau au moment même où ces informations sont transmises. Eh bien, là, c'est la France. La France a inventé, donc, dans les années 90, ce qu'on appelle des codes correcteurs d'erreurs, dont la capacité, dont la performance est proche du taux d'erreur 0. Tout ça pour vous dire que ce sont des systèmes extrêmement performants qui, là aussi, je regrette de le dire, ont eu un impact, et en particulier un impact en termes de développement et de commercialisation qui a surtout bénéficié à l'extérieur de la France. Dernier point, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas le citer. En 2005, Katalin Karikó, donc hongroise d'origine, a compris comment on pouvait réduire la réponse immunitaire d'un organisme dans lequel on injectait de l'ARN. 10 ans après, avec un de ses collègues, elle a réussi à mettre en place une manière d'encapsuler cet ARN pour qu'il puisse plus facilement pénétrer dans les cellules et qu'il reste plus longtemps, entre guillemets, actif. Et ça a conduit en 2020, dans un temps record, au développement du vaccin que l'on sait. Et là aussi, en particulier, c'est grâce à une prouesse européenne. Donc je crois qu'on a toutes les raisons d'être satisfait de la performance en particulier en termes d'induction de la science et de la connaissance scientifique en Europe. En France en particulier, nous sommes plutôt très, très compétents. Je pense que pour demain
Et pour être capable, comme disait Reza tout à l'heure, d'attirer les meilleurs, il va falloir que les conditions dans lesquelles la transformation de ces résultats de la science en objets, en services, eh bien, soit facilitée. Et ça nécessite à l'évidence une coopération renforcée entre le public et le privé. Ça ne peut pas être le public tout seul d'un côté, ça ne peut pas être le privé tout seul. Je parlais tout à l'heure de la nécessité d'être capable de choisir, de discerner. Ces choix, ils s'opèrent par le croisement des regards sur un usage et sur un besoin. Je vous remercie. Merci Ronan, et bien sûr très fier de ces 4 exemples au niveau européen, parmi d'autres. On y reviendra peut-être quand même tout à l'heure, parce que, avant de parler d'éthique, ce qui compte sans doute pour le développement futur, ce sont essentiellement les cerveaux et malheureusement les dollars. Revenons-en quand même à un sujet peut-être plus profond. Ces technologies, tous les intervenants l'ont dit jusqu'à présent, nous servent dans notre vie quotidienne, mais aussi ont leurs limites dans la capacité de répondre à un minimum de règles d'éthique. Et donc, je voudrais vous demander, Thierry, en fait, de nous éclairer sur ce point. Jusqu'où peut-on aller? À partir de quel moment on commence à mettre en péril nos propres valeurs? Et pour prendre un seul exemple dont vous allez sans doute parler, l'homme soigné, réparé, transformé jusqu'au transhumanisme. Où s'arrête-t-on? Comment discerner en particulier en tant que chrétien, comment discerner par rapport à cette problématique? Merci pour ce gros sujet qui nous concerne tous et qui concerne chacun individuellement, mais toutes les sociétés, et qui est une question politique aussi, éthique et politique, bien sûr. Alors, le physicien et le théologien que je suis, d'abord, se réjouissent de ce développement et de cette aventure techno-scientifique dont on vient d'évoquer quelques grands jalons. Ça dit quelque chose du génie de l'homme, je le crois, ça. Donc, je me situe vraiment comme un technophile. Si on pouvait être des technophiles vigilants, ça serait encore mieux. Et si nos performances technologiques pouvaient être accompagnées d'une performance éthique, les deux en un, si je puis dire, ça serait le meilleur, me semble-t-il. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut essayer de travailler pour discerner, pour reprendre ce mot si fort. Paul Ricoeur disait « L'éthique, c'est le mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne. » Ce n'est pas simplement le permis défendu, c'est le mouvement même de la liberté qui cherche une vie bonne dans la sollicitude envers autrui. Donc il y a quelque chose d'une bienveillance et d'une sollicitude. Et il rajoute dans un juste usage des institutions sociales. C'est pourquoi il y a une dimension politique et collective, bien entendu. Je trouve que c'est intéressant. Et c'est quoi le mouvement même de la liberté? Et on est encore en train de traverser une période extrêmement difficile avec la Covid-19 qui remet en cause cette manière de concevoir la liberté, le mouvement même de la liberté d'une société, avec un besoin de fraternité essentiel, me semble-t-il, qui n'est pas si simple à mettre en œuvre. Le chrétien que je suis et que nous sommes un certain nombre se dit, dans la Bible on nous dit, nous sommes faits les humains pour garder et cultiver la terre, cultiver, développer, et dans le cadre de l'alliance avec Dieu, avec le cosmos tout entier d'ailleurs, ce que les questions d'écologie aujourd'hui font rebondir, évidemment, y compris dans l'utilisation des technologies d'ailleurs. Et Basile de Césarée, j'aime beaucoup cette phrase. Au IVe siècle, ça ne date pas d'aujourd'hui, évidemment on ne parlait pas de technosciences à ce moment-là, mais il y avait déjà du développement technique d'une certaine manière. Il disait « Dieu a permis à l'homme d'entrer dans l'atelier de la création divine. Dieu a permis à l'homme d'entrer dans l'atelier de la création divine. Il lui a donné accès à l'homme à son logos en technos, comme on dit en grec. Je ne sais pas comment on le traduit en chinois, mais en français, ce n'est pas très beau, mais ça veut dire la raison industrieuse de Dieu. C'est-à-dire on est vraiment des co-créateurs. Co-créateurs, ça veut dire que les technologies peuvent en effet être au service de cette co-création,
mais en effet, dans quelles conditions? Et on vient d'entendre tout à l'heure à plusieurs reprises, la question, le produit c'est vous. Alors évidemment ça, si le produit c'est l'homme, évidemment ça ne rentre pas du tout dans l'alliance dont je suis en train de parler, mais alors pas du tout. Et on sait bien que la question elle est technique, éthique des techniques, mais elle est techno-économique. Le paradigme est techno-économique, comme le dit d'ailleurs si bien le pape François dans Laudato Si, et dans Fratelli Tutti aussi, d'une certaine manière. Alors, j'ai eu la chance, et j'ai la chance, comme physicien et théologien, d'être philosophe embarqué dans des aventures technologiques en France, des grands démonstrateurs industriels pilotés par l'Agence nationale de la recherche scientifique dans le cadre des plans investissement d'avenir. À Toulouse, où nous travaillons et où on m'a demandé de venir travailler l'éthique in situ, du dedans de la recherche technologique, parce que je pense que c'est très important. On ne peut pas porter un jugement du dehors, c'est vraiment du dedans. Et tous les entrepreneurs qui sont là, voilà, c'est du dedans du mouvement même de croissance technologique et de ses objectifs et de son sens finalement, qu'on peut faire de l'éthique, du dedans. Il ne faut pas que l'éthique non plus soit la cinquième roue de la charrette une fois que tout est fait et qu'on met un vague coloris, une vague étiquette éthique, et ça on sait que c'est fréquent malheureusement et que ça ne marche pas, quoi. C'est du dedans au moment où on est en train d'élaborer ces nouvelles technologies que ça peut être possible. Et dans ces deux consortiums, Toulouse White Biotechnology, où on modifie du vivant pour créer du vivant artificiel et de créer des molécules d'intérêt à partir de ce vivant, où le vivant finalement est utilisé comme une usine de production de molécules. Et évidemment, ça pose question d'utiliser le vivant comme une usine de production. Dans quel cadre? Comment? Avec quel respect? Voilà. Au moment où on utilise aussi des technologies comme CRISPR, qui nous a valu un prix Nobel et qui est une magnifique technologie appliquée aussi bien au végétal, à l'animal et à l'humain aussi. Et en Chine, on a appliqué cela à des embryons humains, couper de l'ADN, transformer de l'ADN, créer aussi de nouvelles formes d'ADN. On voit bien que tout ça, ça touche quand on est capable de modifier le génome du vivant, et évidemment le génome humain aussi, et ça devient possible. Les questions d'éthique, elles sont là, elles sont majeures, et l'objectif, c'est pourquoi, bien entendu. Alors, en général, il y a des objectifs thérapeutiques qui sont mis en avant, mais ce ne sont pas toujours les objectifs premiers qui sont visés, il faut bien le reconnaître. Et donc, comment réguler cela et quels sont les points clés qui vont aider à réguler cela? C'est un des objectifs, me semble-t-il, c'est que l'éthique soit embarquée à l'intérieur de ce que l'aventure technologique commence à produire. Ces technologies, nanotechnologie, biotechnologie, neurotechnologie aussi, avec aujourd'hui la possibilité de modifier le cerveau humain, avec des implants notamment, certes pour accentuer la guérison ou en tout cas réduire les tremblements parkinsoniens par exemple, mais aussi en modifiant d'une certaine manière le cerveau et parfois aussi le caractère des personnes, donc jusqu'où on a le droit de toucher à ce qui fait un peu l'identité. Alors là, on va retrouver un des critères majeurs de la pensée sociale chrétienne, qui est le respect de la dignité de toute personne, quel que soit son horizon. Sa dignité corps, âme, esprit, on pourrait dire dans une tradition anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire de toucher au cerveau? Qu'est-ce que ça veut dire de toucher au génome? Oui, ça peut être pour guérir des maladies, et ça c'est extrêmement intéressant. Et puis ça peut être aussi pour formater, et c'est là qu'on retrouve cette grande problématique de l'homme réparé vers l'homme augmenté. Et moi qui ai eu l'occasion de participer à certains colloques avec des représentants des différents courants transhumanistes, j'ai bien vu qu'il y avait une question anthropologique qui n'était pas forcément des monstres, je le dis tout de suite, mais il y avait une question, en gros, nous sommes fatigués de nos limites, nous sommes fatigués de nos déterminismes biologiques, nous sommes fatigués finalement d'être contingents et limités. On se projette pour devenir quoi? Pour devenir des machines super intelligentes et super sophistiquées. On retrouve là
un nouveau rebond, me semble-t-il, de cette vieille question de l'homme-machine, de l'homme et de la machine. Ça ne date pas d'aujourd'hui, avec une espèce d'idéal de perfection qui est la perfection de la machine. Alors oui, bien sûr que chez l'humain, dans le vivant, il y a une forme de machinerie, hein, c'est vrai, et d'ailleurs qui est capable d'être reproduite artificiellement. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à la machinerie. Et on a par exemple, je le voyais, ce n'est pas que dans les films de science-fiction, ce modèle du cyborg. Le cyborg, c'est la fusion homme-machine. Alors, c'est certes pour les films de science-fiction aujourd'hui, mais je voyais bien que c'était un idéal qui attirait beaucoup, hein, la perfection de la machine. Alors que nous, on va parler d'un humain vulnérable, et on va parler d'un vivant vulnérable au niveau d'ailleurs de la biologie, en ce sens que si le vivant n'est pas capable de se laisser modifier à l'intérieur même de sa génétique, en tout cas de l'expression de ses gènes par l'environnement, il n'est pas capable de s'adapter. Donc l'idéal d'un humain parfait, invulnérable comme un cyborg est même une erreur scientifique, et me semble-t-il une grosse erreur anthropologique, et on voit bien que ça nous modèle la manière de penser. Si on rajoute l'intelligence artificielle avec tout ce qu'elle peut permettre de réaliser de très très positif, bien entendu, et le traitement des données massives dont tu parlais, eh bien oui, on a des outils formidables tant que cela reste une aide au discernement technologique, éthique, politique des humains. Quand c'est la machine qui nous pilote, alors là, c'est un peu différent. Et aujourd'hui, on voit bien que, on étudie ça au niveau par exemple, de la modification du vivant, tellement c'est complexe de modifier du vivant que même on n'a plus les équations mathématiques qui régissent l'évolution de la complexité du vivant. On n'a plus la capacité de faire des expériences critiques, et c'est la machine qui, par un traitement très sophistiqué, bien entendu, et par un traitement algorithmique non supervisé, on y va vers. En tout cas, aujourd'hui, c'est supervisé, mais on espère chez beaucoup que ça devienne non supervisé, qui nous donne les possibles évolutions d'un système sans qu'on ait la capacité vraiment de vérifier in situ la validité de ces possibles. Et on voit bien que là, il y a une espèce de vertige qui nous prend, et ça nous repose la question: quelle est la transparence? Quel est notre degré dans ce monde qui s'accélère de plus en plus de liberté pour discerner personnellement, collectivement, et comment réguler ça au niveau mondial? D'énormes questions que je n'ai pas la prétention bien sûr de résoudre, mais qui sont justement de notre responsabilité. Et je terminerai cette partie-là en disant qu'il en va d'une forme de fraternité là-dedans. Parce qu'on voit bien qu'il y a un écart colossal entre la Chine, les États-Unis, l'Europe et beaucoup d'autres parties du monde, et je pense au continent africain où je suis né. Et évidemment que là, c'est des questions gigantesques. Quelle est la transparence? Quelle est la mise à disposition de toutes ces possibilités extraordinaires? Quelle est la fraternité qui peut s'exercer ici au niveau d'une régulation mondiale? Si la concurrence, elle est d'abord du produit, évidemment, ça ne marchera pas. Ça veut dire un changement de mentalité assez radical. Il me semble que dans les EDC, on est bien placé pour essayer de conjuguer performance technologique, performance managériale et performance éthique dans le sens d'un respect profond de la dignité de tout être humain, et en particulier de tous ceux qui sont au bord du chemin. Merci beaucoup Thierry pour cette intervention qui nous interpelle, je crois, qui nous interpelle profondément. Alors, ça me amène à une question que je voudrais poser à Yann et Reza. En fait, vous avez parlé, Thierry, en fait, de machines super sophistiquées. Vous avez dit, en fait, est-ce que l'éthique, si elle n'est pas prise d'entrée de jeu dans le design, en fait, de la recherche, finalement, elle ne servira pas à grand-chose parce qu'elle viendra trop tard. C'est un petit peu comme la qualité, en fait. Donc la question que j'aurais posée à Yann et Reza, en fait, dans vos expériences, on parlait tout à l'heure des Facebook, des Google et autres, est-ce que l'éthique est prise en considération d'entrée de jeu, ou est-ce qu'en définitive, les seuls vecteurs qui portent cette recherche, ce sont du business, du dollar, d'en faire plus, et puis l'éthique viendra après, et de ce fait-là,
n'est pas vraiment prise en compte. Où se trouve l'éthique dans tous ces développements de technologie? Yann? OK. Donc, je pense que pour l'instant, l'éthique ou les règles sont derrière la technologie parce que chaque fois, les entreprises inventent des nouveautés. Donc, c'est pour ça que les gouvernements de Hong Kong et en Chine essayent de rattraper les retards, mais c'est difficile parce que toutes ces technologies permettent de faire des choses et de traçabilité qu'on ne peut pas faire avant. Okay? Donc, mais il y a aussi des côtés positifs. Par exemple, ça fait déjà 19 jours que la Chine a eu zéro COVID-19, okay? Parce que il y a la traçabilité de tout le monde. Okay? Pour ça, quand vous vous déplacez en Chine dans n'importe quel coin, vous devez démontrer que vous êtes sans danger. Bon, ça, c'est managé par les entreprises de télécom. Donc, normalement, les informations sont confidentielles et que toutes les entreprises qui font des téléachats et tout ça ont des règles très strictes, mais je pense que l'État est en train de faire plus de règles. Mais je pense que dans l'histoire, au moins dans les derniers 10 ans, les règles n'arrivent pas à boucler ou à limiter les imaginations des inventeurs. Donc ça, c'est un problème. Ça vient souvent en retard, mais on peut citer des cas positifs. C'est le contrôle de COVID-19. Et on peut dire que tout le monde est sous contrôle parce que tout le monde, où il va, si l'État veut savoir, il connaît très bien. Mais en fait, les États-Unis, c'est pareil. Où il va, si FBI veut savoir où vous étiez, je pense que c'est possible aussi. Donc ça, c'est un problème. Et pour moi, c'est aussi un outil pour le grand public de contrôler la démocratie, parce que, bon, comme en Chine, c'est un pays parti unique. Donc, du coup, le contrôle se pose des problèmes. Mais maintenant, avec Internet, avec la vitesse que ça se propage, les informations, donc, le contrôleur d'État aussi fait très attention parce que ça peut propager très, très vite une information avant qu'on contrôle l'information. Donc, du coup, pour moi, c'est aussi un outil de démocratisation et que ça joue sur la gouvernance d'un pays comme la Chine. Merci Reza. Peut-être j'ajoute dans la question aussi l'aspect par rapport à ce que vient de dire Yann, de la liberté de l'individu et ce dilemme entre la connaissance et la liberté prisonnière en quelque sorte de l'individu. Alors éthique, liberté ou dollar? Je pense que le problème aux États-Unis est un petit peu équivalent à la Chine, où la recherche, où les technologies vont toujours plus vite que les lois et la régulation. Je pense que en général, le temps qu'un appareil législatif et judiciaire absorbe une nouvelle technologie, la comprenne et essaye de la réguler, la technologie est déjà passée à autre chose et c'est juste le rythme auquel où ça va. Mais j'ajouterais qu'en plus, malheureusement, l'éthique n'est pas quelque chose d'universel non plus. C'est-à-dire que différentes personnes vont avoir différents concepts d'éthique et différentes notions. Et donc, vous allez avoir des gens pour qui quelque chose est à respecter et pour d'autres, pas du tout. Et quand je vous parlais tout à l'heure de la différence de perspective entre Apple et Facebook, je pense que chacun est persuadé d'être dans son droit et dans son bien et d'être positif, puisque Mark Zuckerberg disait toujours que les gens privilégient la facilité à leur vie privée, alors que Apple est persuadé du contraire. Donc il y a juste un raisonnement et une réalité de chacun qui va être très différente. Et effectivement, vous allez avoir par exemple une société aux États-Unis qui développe des technologies de reconnaissance faciale extrêmement poussées pour aider les forces de l'ordre.
en disant si quelqu'un a commis un crime, on va pouvoir utiliser ça et on va pouvoir aider à retrouver quelque part le criminel. Une version un peu plus soft de la technologie me permet moi aujourd'hui de passer l'immigration américaine juste avec ma photo. Plus besoin de montrer mon passeport. Il y a une machine qui prend ma photo, me reconnaît et imprime mon bon pour passer devant le policier de l'air et des frontières américain sans avoir à sortir mon passeport. Donc ça, c'est super positif, mais en même temps, on peut imaginer que cette même technologie de tracking peut être utilisée contre la liberté des gens et contre leur droit de choisir. Donc je ne pense pas que la réponse soit facile, d'autant plus que il y a un autre aspect qui est souvent discuté aux États-Unis, et d'ailleurs en France, c'est Laurent Alexandre qui en parle en disant si moi je ne le fais pas mais que les autres le font, en fait je vais me faire avoir quelque part. Donc la question c'est si on n'arrive pas à avoir une régulation, je pense, mondiale, et vraiment que globalement se mettre d'accord sur ce qui est correct ou pas, si moi je ne le fais pas mais que tous les autres le font, finalement je vais perdre cette concurrence, je vais perdre la compétition, et donc je vais effectivement perdre la bataille au dollar, mais aussi la création d'emplois et aussi la recherche. Donc je pense que c'est pas facile. Et je voudrais rajouter une dernière dimension qui est que aux États-Unis aussi, beaucoup de la recherche, par exemple, est financée par les budgets militaires. Donc là, on parlait de la recherche en Europe. Vous avez beaucoup de la recherche technologique américaine qui a été à l'origine financée par l'armée, enfin les budgets militaires. Et on peut imaginer que leur objectif n'est pas un objectif de paix mondiale. Et donc, vous allez vous poser la question aussi de qu'est-ce qui a finalement mené leur intérêt et où est-ce qu'ils voulaient en venir. Merci. Ça m'amène peut-être à une nouvelle question. Je vais l'oser avec un terme un petit peu agressif, en quelque sorte. Je vais le mettre entre guillemets. Est-ce qu'il ne s'agit pas en fait d'une guerre froide ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une guerre froide ? On a parlé bien sûr de la Silicon Valley, on a parlé de la Chine, on a parlé de l'Europe, et puis il y a l'Afrique également. Est-ce que dans cette guerre froide, d'abord, en est-ce une ? Est-ce que c'est une course à la place dominante ? Et dans cette course, où sont les plus fragiles ? Et est-ce que les écarts entre les gagnants et les plus fragiles ne va pas encore s'accentuer ? Alors j'aimerais l'avis des 4 intervenants. Merci. Je pense qu'on a affaire effectivement à une compétition mondiale, et le but du jeu, c'est d'être le premier. C'est un peu comme un Monopoly. On cherche à attirer les meilleurs. C'est comme au foot. On cherche à attirer les meilleurs en leur proposant les meilleurs packages, la capacité à s'entraîner avec les meilleurs. C'est exactement la même chose. Des boîtes comme Facebook, Google, Apple, etc., ils attirent les meilleurs parce que l'émulation et les moyens, mais les deux, l'émulation et les moyens sont tels que les gens vont pouvoir se réaliser. Cette compétition, est-ce que c'est une guerre ? Je crois que là, en science, on n'est pas au niveau de la guerre. Je m'explique. Le partage des informations scientifiques, je ne parle pas d'informations brevetées, mais d'informations scientifiques, de production de connaissances de base, il est très large. Il est très large. L'appropriation de ces connaissances pour aller plus loin, pour transformer l'essai et en faire des armes compétitives, et là on rentre dans le scénario d'une guerre froide, va dépendre des moyens qu'on saura mettre sur la table. Donc il ne s'agit pas d'isoler, de chercher à isoler de la connaissance telle ou telle, mais beaucoup plus, pour nous, de chercher à équilibrer l'accès à la transformation de cette connaissance par les individus. Donc, ça a tous les attributs d'une guerre vue de loin. C'est un peu comme un tableau que je regarde de très très loin, mais quand je regarde de très près chacun des pixels, on n'est pas dans une guerre. Parce que l'échange d'informations, pouvant profiter à tous, les ingrédients sont là. Juste un point quand même sur l'Europe, parce que tout à l'heure on a parlé de la France et de 4 exemples, mais au niveau de l'Europe en tant que telle, est-ce que l'Europe a cette volonté, comme la Chine ou comme les États-Unis, de travailler ensemble pour pouvoir justement
être un compétiteur actif dans cette course contre la montre, si je puis dire? Compliqué. C'est compliqué. Je prendrai un seul exemple et je ne commenterai pas de manière polémique la question que tu viens de poser. La synchronisation des programmes des États avec les orientations et les stimulations par les programmes européens n'est pas optimale. C'est un understatement et c'est pas optimal du tout. Si on voulait que l'Europe agissent comme un seul, à l'instar de ce que font les États-Unis, à l'instar des conséquences des différents plans en Chine, par exemple, il faudrait synchroniser les horloges. On le fait trop peu. On le fait véritablement trop peu. Alors, ceci étant, est-ce que cette synchronisation serait une atteinte à la liberté des organismes de recherche, voire des entreprises, et donc des chercheurs ou des ingénieurs? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'à nouveau, tout dépend de la capacité de stimulation, donc de l'énergie qu'on est capable de mettre dans le système, et cette énergie va permettre de révéler et d'aligner les enthousiasmes pour aller au même moment vers des objectifs communs. Alors, je reviens sur la question de la guerre froide. Yann? OK. Je pense que, premièrement, bon, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de guerre froide, mais je pense que, comme le président Xi Jinping a dit, le Pacifique est suffisamment large pour que les États-Unis et la Chine naviguent dedans. Okay. Donc, je pense que si on a une vision pacifique de développer des choses pour le progrès humain, je pense qu'on peut trouver des terrains d'entente. Je ne pense pas. Hein, je pense que si vous voyez... on comprend bien que les États-Unis étant numéro 1, voyant numéro 2 de la Chine, essaie de le rattraper à grande vitesse. Donc, je comprends bien cette inquiétude, mais je pense que pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'Europe, je pense que le problème est le système européen, parce qu'il y a beaucoup de répétitions de recherche, donc on gaspille beaucoup de l'argent, et en même temps, je vois l'émergence de l'Allemagne par rapport à la France. Donc, vous voyez où le prix Nobel français est installé. Hein, donc, elle est aux États-Unis. Elle n'a pas un travail très intéressant, mais les Allemands essayent d'attirer beaucoup de très bons chercheurs assez jeunes, dynamiques. Et l'autre chose, c'est notre système social, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, si vous êtes capable de travailler, vous pouvez travailler, un chercheur peut travailler jusqu'à 100 ans. Donc, je vois Ronan a montré professeur Goodenough, OK, inventeur de batterie, lithium. Il a, je ne sais pas, 96 ans, 97 ans. Il publie toujours des papiers. Et il a envoyé un postdoc chez moi. OK. Donc, un chinois, mais un postdoc chinois qui travaillait dans son labo et il est revenu en Chine, etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que notre système social nous lie les mains parce qu'en France, 60 ans, 68 ans, un prix Nobel doit partir. Donc, où ils vont? Ils vont aux États-Unis. Maintenant, il vient en Chine. Et qu'il y a 4 académiciens français qui travaillent ici, à CTU, okay? Dont voilà, le professeur Cialet, okay? Et puis il y a 2 académiciens anglais qui travaillent ici. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas une question d'âge, parce qu'il y a des gens qui sont âgés à 50 ans et il y a des gens qui sont dynamiques à 100 ans. Donc, je pense que
on doit changer un peu le système vision. Autrement, il y a beaucoup de gens dynamiques qui seront attirés par ces deux grandes places et produire des choses très intéressantes. L'innovation de base, il y en a beaucoup qui se passe en Europe. C'est son développement donc de 0 à 1, il y a beaucoup d'Européens. De 1 à 10 et 10 à 100, il y a beaucoup d'Américains et Chinois. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je trouve que les Allemands, ils progressent bien et que sur les nouvelles technologies, donc on voit bien cette fois-ci pour les vaccins. Okay, moi, je pensais que l'Institut Pasteur peut sortir un vaccin plus vite que les autres, et ce n'est pas le cas. Et que sur une autre technologie de transformation de matériaux qui est l'imprimante 3D, je pense que les Allemands sont en train de continuer leur leadership mondial là-dessus. Donc, je vois bien que le système allemand devient un système en très bonne santé. Donc, si ils peuvent influencer tous les pays européens, et puis je pense que l'Europe est très intéressante encore pour ce aréna donc multipole et pas bipolaire, donc qui génère un système guerre froide en technologie. Donc si on a 3 pôles, et je pense que l'équilibre sera beaucoup plus intéressant. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Merci. Reza? Alors, histoire de mettre un petit peu de controverse, puisque les deux précédents ne l'ont pas fait, je pense qu'en fait, c'est une concurrence assez violente en fait, entre les différents systèmes, et alors, qui peut s'apparenter à des notions de guerre, mais on voit bien que quand il y a une crise majeure, c'est quand même un peu chacun pour soi. Là, tout à l'heure, on parlait de la recherche sur l'ARN messager du vaccin contre la Covid-19. Mais on a aussi bien vu que l'année dernière, l'administration américaine du BARDA a donné des milliards de dollars à tous les labos, y compris Sanofi, qui a reçu 1 milliard de dollars de l'administration américaine, mais avec une clause de priorité d'accès au vaccin si c'est eux qui développaient le vaccin en premier. Et donc, on finance la recherche de tout le monde de façon extrêmement pragmatique à l'américaine, mais on exige quand même une priorité de distribution. Et on a bien vu qu'ils se sont pris une partie extrêmement importante des doses de vaccins du monde et ne réfléchissent que maintenant à vouloir aller le partager aux autres. Et donc je pense que c'est juste une réalité. Les sociétés dont on parlait se battent pour les meilleurs talents. Et pareil, ils sont extrêmement pragmatiques. Donald Trump a limité les visas d'immigration. Qu'est-ce qu'ont fait Google et Facebook? Ils ont ouvert des labos de recherche à Paris parce qu'ils savent qu'il y a un talent très intéressant en France et qu'ils veulent avoir accès à ce talent. Aujourd'hui, vous avez un laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook à Paris. Le patron de la recherche en intelligence artificielle de Facebook est un Français, et Facebook, ça ne les dérange absolument pas de dire on va investir en France, on va aller embaucher le talent où il est. Et donc, du coup, aux dépens des entreprises technologiques françaises qui n'ont plus accès à ce talent, puisque, pour rebondir sur ce que disait Ronan, Facebook met les moyens aussi. Un ingénieur payé par Facebook est payé à un niveau exorbitant par rapport à une entreprise française, ou des moyens d'une entreprise française. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là, puisque finalement, si ce n'est pas moi qui a Facebook, ce sera peut-être Google. Donc je suis le produit, mais finalement je suis disponible qu'à un seul fournisseur. Et ils vont se battre entre eux, et ils vont aller dans des extrêmes. Alors il y a des moments où ça devient positif aussi. Vous parliez des laissés pour compte, puisque par exemple aujourd'hui, ceux qui déploient le plus de câbles sous-marins pour les réseaux informatiques, c'est justement Google et Facebook. Puisqu'ils se sont dit, si je veux des clients en Afrique, il faut qu'il y ait une infrastructure Internet en Afrique. Et donc, Google et Facebook ont tiré des câbles sous-marins. Google avait même financé de l'infrastructure de câbles à travers l'Afrique, payer des incubateurs pour que les gens se développent à la technologie, puisque finalement, ils avaient épuisé un peu le marché américain, il fallait aller trouver des nouveaux clients ailleurs. Donc,
indirectement, ça bénéficie à l'Afrique puisqu'ils ont des investissements d'infrastructures, mais ce n'est pas du tout fait de façon pro bono ou pour des raisons, je pense, d'éthique positive. C'est dans un but d'aller gagner de l'argent. Donc je pense qu'il y a une réelle concurrence très forte et très violente. Et malheureusement, je pense que l'Europe n'a pas le niveau d'agressivité et de pragmatisme qu'ont la Chine et les États-Unis. Et on le voit du coup dans la réalité des entreprises de technologie qui l'emportent. On le voit aussi malheureusement dans la réalité d'un certain niveau d'industrialisation qui a vraiment perdu en Europe. Et je pense qu'il faut que l'Europe, d'une façon ou d'une autre, se réveille. Merci. On approche de la fin. Thierry, je voudrais vous demander votre point de vue justement sur l'accroissement des différences entre, disons-le, les plus riches et les plus fragiles ou les plus pauvres. Et puis peut-être comme dernière question, avant de clore cette conférence, nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes clients, nous achetons du Facebook, de l'iPhone. Et donc ma question serait, quels conseils pourriez-vous nous donner pour, en tant qu'entrepreneur et dirigeant chrétien, profiter ou bénéficier des avantages de ces technologies tout en respectant l'éthique dont vous avez parlé? Alors on entend bien toutes ces concurrences énormes, cette guerre d'une certaine manière. Alors certains donnent le nom, d'autres pas, mais c'est une concurrence acharnée quand même, c'est ce que l'on voit. Je pense quand même que, sans être utopique, complètement décalé, la crise écologique devrait arriver à rebattre quelques cartes. Je ne dis pas toutes les cartes, bien entendu, puisqu'il me semble que cette crise écologique, elle montre que, certes, les technologies jouent un rôle important pour la résoudre, peuvent jouer un rôle important pour la résoudre, mais que ça ne suffit pas. Et c'est toujours pareil, c'est que le techno-économique, il y a quelque chose qui est appelé à se produire d'une forme de solidarité mondiale sans laquelle la crise écologique, qui n'a pas de frontières géographiques, l'emportera d'une certaine manière, de manière catastrophique, Donc il me semble qu'on est condamné, mais c'est une bonne condamnation, à rebattre des cartes de solidarité. Je ne fais pas d'illusions sur les concurrences qui continueront, mais rebattre des cartes de solidarité à l'échelle mondiale, me semble-t-il. Et la pandémie que nous traversons, elle le montre aussi, même si pour l'instant la solidarité est à plusieurs facettes, disons. Ça, c'est aussi, à mon avis, une question d'éducation. Moi qui suis dans le monde des étudiants depuis une quarantaine d'années, je vois bien comment, si les fameuses humanités ne sont pas introduites à l'intérieur des formations technologiques, économiques, Et là, je pense que l'Europe, pour le coup, qui est sans doute en retard sur pas mal de points, et on l'a dit, par rapport à la Chine et aux États-Unis. Par contre, elle peut être, mais il faut qu'elle réveille ses sources, si je puis dire, et ses sources humanistes en particulier, nombreuses d'ailleurs. Elle peut être un lieu où on apprend davantage à ne pas être que dans la guerre, je dirais. Et ça, c'est aussi une question d'éducation. Je suis frappé, les étudiants du monde entier qui viennent dans nos universités, quand on leur demande qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de venir en France ou en Europe, la réponse c'est pour le mode de vie. Peut-être qu'ils se font aussi des illusions, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une manière de vivre qui les attire et qui est autre, me semble-t-il, que celle qu'on peut voir aux États-Unis ou en Chine. Cette manière de vivre, elle est faite de quoi? Alors il faut le dire, mais peut-être qu'elle est faite aussi de nos sources humanistes. Et on me posait la question sur des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, modestement, comment on contribue dans l'entreprise, dans l'université, dans les instances politiques d'ailleurs françaises, européennes, comment on contribue à ce que ces grandes sources d'humanisme qui sont au fondement de l'Europe quand même, on puisse montrer leur intérêt fort pour les défis d'aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, je pense que l'humanisme chrétien a encore énormément de choses à apporter, mais encore faut-il trouver les bons mots, le bon langage, les bons lieux et l'ouverture
interreligieuse, j'allais dire, et interculturelle pour pouvoir le vivre. Ça aussi, c'est une question d'éducation, mais je pense que chacun, là où il est, peut jouer un rôle en ce sens-là. Il ne s'agit pas de partir en croisade, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire respecter la dignité humaine? Enfin, je veux dire, on vient de traverser cette crise, on est encore en train de la traverser, on voit bien qu'on a, par moments, été complètement à côté de la solidarité la plus élémentaire, notamment avec les personnes qui partaient comme ça toutes seules, qui mouraient du Covid. Est-ce que, comme on dit, on va en tirer des leçons au beau sens de ce terme? Et moi, je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se satisfont plus du techno-économique, même s'ils sont passionnés par cette aventure-là. Ils cherchent du sens, y compris à leur métier. On en voit d'ailleurs qui partent à côté et aux grandes dames de leurs parents qui se disent « mais mon enfant, il a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie classique et il n'en veut pas, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il me semble qu'il y a quand même là une question entre l'écologie et le sens, une question énorme, avec toute la place des humanismes, pourvu qu'ils soient vus de l'intérieur de cette grande aventure techno-économique, me semble-t-il. Merci Thierry. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce Zoom matinal. Je sais qu'on est en période quasiment de burn-out de Zoom, mais quand il est le matin, on n'a pas eu encore tous ceux de la journée, donc c'est parfois plus facile. Un grand merci pour votre participation. La conférence sera disponible sur le site des EDC dans quelques jours. Et puis je tiens bien sûr à remercier notre panel. Yann de Hong Kong, merci beaucoup. Ronan, merci. Mon père Thierry, merci beaucoup. Reza, merci beaucoup. Et à très bientôt, très bonne journée. Merci à tous. Au revoir.